parce que ce sont des sols qui sont dépourvus en matière organique et même en bactéries. Donc le compostage aérobie, avec des déchets organiques qui sont omniprésents, à la fois d'origine animale, végétale, mis en fermentation, dirigés, permettent d'obtenir un préhumus, un compost dont la concentration bactérienne est assez importante, concentration en nutriments, substances, etc. On a fait des expérimentations très précises. On dessèche par exemple un kilo de compost fait dans le pays avec les moyens du pays, en particulier les pailles de mil, les pailles de sorgho, les pailles de maïs, les tiges de maïs, etc. Et, et donc là, le protocole consistait à faire tremper les matériaux plutôt qu'à faire un arrosage de surface, parce que sinon il y avait une déperdition d'eau après les avoir coupés. Et puis de ce compost-là, on a fait des expériences sur leur capacité à retenir l'eau. Et on les desséchait donc intégralement, c'est-à-dire complètement desséchés. Et ensuite, on pesait 1 kilo de cette matière, on la mettait dans un récipient et on les mettait sous un robinet qui goûte, quoi. On les laissait jusqu'à ce qu'il soit saturé, qu'il y ait saturation. Et on a constaté que ça pouvait retenir jusqu'à 5 fois ou 6 fois son propre poids en eau. Ce qui veut dire que la texture même et la structure même captaient l'eau, la retenaient. Et du fait que ces matériaux captaient l'eau et la retenaient, dans un climat qui est très capricieux, c'est-à-dire où il peut pleuvoir par exemple, les paysans, dès qu'il pleut, ils commencent à semer. C'est-à-dire ils ne font même pas les travaux aratoires, ils font simplement quelques sillons, quelques poquets, ils ensemencent vite, vite pour que ça profite des premières pluies. Alors, quelquefois, c'est une catastrophe parce que la pluie tombe et ensuite, il faut attendre 3 semaines. En 3 semaines de sécheresse, évidemment, la plantule ne résiste pas à telle sécheresse et souvent, il faut ressemer. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que l'apport de ce compost retient l'humidité au point que la plante ne subit pas ces effets dépressifs dus à la sécheresse. D'où les récoltes qui sont évidemment sauvées, et ça on a pu le constater, donc vraiment d'une façon très objective. Donc on était dans une... Et en même temps, ils ont constaté que même les années suivantes, ils bénéficiaient des arrière-fumures de l'année précédente. Et on a constaté aussi que cette matière organique incorporée au sol aidait les sols en les aérant et en retenant l'eau, lutter contre l'érosion, dans le sens où l'eau emportait moins, et ça a été des constats très précis, les sols partent moins quand ils sont pourvus de compost. Donc tout ça a des effets positifs, et quant à la production, eh bien, évidemment, elle a augmenté. Et certains villages même, quand ils ont appliqué les méthodes et qu'ils ont récolté des produits sains, des produits de haute qualité, on s'est rendu compte que ça avait des effets sur la santé notamment des enfants. Même il y a eu des témoignages disant que ce qu'on récolte de cette façon-là est plus savoureux. Et en même temps, ils constataient quand même qu'il y avait une baisse des pathologies. Donc tout ça est extrêmement positif. Quant à la... Et puis en même temps, sans bourse déliée, puisque ça permet, c'est uniquement une question de rassembler des matériaux qui sont omniprésents, de les transformer sans bourse déliée. Les seuls minéraux qu'on apporte sous forme un peu minérale, c'est de la terre, de l'argile et c'est de la cendre de bois. On utilise aussi la corne torréfiée, c'est-à-dire on rassemblait, il y a des endroits où il y avait beaucoup de troupeaux, donc on rassemblait les cornes, on mettait de la bouse sous les cornes, on mettait le feu à la bouse, et la chaleur torréfiait les cornes, ensuite on les concassait. Une fois concassées, mises dans le compost, ça apporte un indice d'azote quand même relativement élevé. Idem des os, je fais des expériences même de crânes tout entiers qu'on mettait dans le compost et qui fondaient d'un retournement à l'autre, ils disparaissaient. Donc, ce qui fait que cette activité bactérienne intervenait dans tout ça. Et tout ce que nous avons fait, c'est à la portée du paysan. Et l'autre, ce qui nous a guidés aussi, c'est en matière de développement, disons quand on intervient dans les pays pauvres, c'est la nécessité absolue d'aller chercher, de répondre aux plus démunis. Si on ne répond pas aux plus démunis, on est à côté de la plaque, comme on dit.
Pourquoi? Parce que la plupart du temps, quand on intervient dans une communauté humaine, si cette communauté humaine est déjà pourvue ou en voie des sorts, qu'elle est dans les sorts, eh bien, on va, on va en quelque sorte favoriser encore un meilleur essor, mais ça enfonce le plus démuni. Donc pour nous, la règle, ça a été de dire, est-ce que nous avons quelque chose à proposer aux plus démunis? Si nous n'avons rien à proposer aux plus démunis, nous risquons de faire des dégâts. C'est que nous risquons socialement d'aggraver les disparités. Donc, et ça relève un petit peu de cette théorie qu'on appelle la loi du minimum en agronomie, c'est-à-dire l'élément le plus faible qui est décisif. Et ça a été représenté par le tonneau, je me rappelle, on représente ça par un tonneau que j'appelle moi le tonneau du tonnelier maladroit. C'est-à-dire, en fait, c'est un tonneau qui a des douelles de différentes tailles. Hein. Et quand on met du liquide dans ce tonneau, le liquide va s'échapper par la douelle la plus petite. Et si nous voulons augmenter la capacité du tonneau, c'est-à-dire répartir en fait le développement au maximum de gens, il faut hausser le dénominateur le plus faible. Et chaque fois, c'est toujours le plus faible vers lequel il faut aller. Et ainsi, on augmente. Sinon, eh bien, on aggrave les disparités. Et ce qui va s'échapper du tonneau, de la petite douelle, c'est ce qui rentre d'ailleurs dans toute l'analyse de ce qu'on appelle le développement ou l'analyse économique. Il est certain que partout, l'économie, à partir du moment où ça échappe à partir de la petit dénominateur, eh bien, c'est spéculatif. C'est-à-dire que l'argent qui part, il est spéculatif, au lieu que cet argent participe à l'essor de la totalité, eh bien, il devient évidemment spéculatif et ça nous fait rentrer dans cette mondialisation dans laquelle, évidemment, la concentration des ressources entre les mains de quelques-uns finit par mettre en évidence le fait que nous n'avons pas vraiment contribué au progrès collectif. Et de ce fait, alors on n'arrête pas d'agiter la notion de progrès, la notion de développement, mais tout ça ne participe pas vraiment à l'essor de tout le monde. L'essor doit être réparti et non pas simplement concentré. Voilà. Alors ça, voilà, c'est toutes ces analyses-là qui nous amènent à, finalement, il y a aussi une analyse fondamentale, bien sûr, qui est globale. Globale, à savoir que si on voulait configurer aujourd'hui le système économique et humain, on aboutit finalement à la pyramide. Et la pyramide dans laquelle, en haut de la pyramide, il y a une minorité humaine haut de gamme qui concentre tout ce qui est richesse. Et en bas, il y a donc des échelonnements. Et en bas, il y a une communauté humaine qui est laissée pour compte. Et on peut dire qu'il y a même des communautés humaines tellement laissées pour compte que quand les enfants naissent, ils naissent pour mourir, plus que pour vivre. Ils naissent, ils rentrent. Dès qu'ils sortent du sein de leur mère, eh bien, ils sont déjà programmés immédiatement pour disparaître suite à des agonies longues de famine, de manque de soins, etc. Donc pour nous, cette disparité, elle se traduit un petit peu par la capacité d'accaparement des ressources énergétiques. Ce sont les pays les moins nombreux qui accaparent le maximum de ressources énergétiques et les plus nombreux qui sont évidemment laissés pour compte. Alors tout cela, tous ces schémas-là, bien sûr, demanderaient à être beaucoup plus développés, mais en tout cas, c'est ce qui nous a guidés dans la démarche. L'autre élément de la démarche, nous avons affaire à des cultures qui ne sont pas les cultures occidentales. Et nous avons affaire surtout à un monde de l'oralité. Ce monde de l'oralité ne perçoit pas le monde de la même façon. On ne va pas transposer simplement les schémas que nous faisons, nous, en tant que monde de l'écriture, dans le monde de l'oralité. Et si on ne transcode pas, c'est-à-dire si on ne fait pas un décodage pour recréer un code perceptible par le paysan, qui est le monde de l'oralité, on passe à côté. Ça veut dire qu'il faut être très attentif à leur cosmogonie, à la façon dont ils perçoivent le monde. Par exemple, il est impossible pour eux de percevoir la Terre comme ronde. Hein. Pour eux, c'est un concept absolument